Bien. Écoutez, si je vois que la salle n'est pas pleine, hein, je le regrette un petit peu. J'ai l'habitude de parler que devant des salles pleines. Je vais vous parler un petit peu des actualités nationales FHF en excusant Alexis Thomas, le directeur de cabinet de Zéna Briet, et de Frédéric Valtou, qui devait présenter cette séquence et qui n'arrivera que plus tard. Ah bon, c'est un petit peu un défi. D'abord, il faut que je surmonte l'assoupissement qui est normal après la pause de midi. Il faut que j'évite de déflorer des sujets que Zéna Briet, demain, dans son intervention, abordera. Et puis, j'aurai également un certain nombre d'éléments qui risquent de vous rappeler des choses que vous avez pu entendre ce matin en atelier. Donc, vous m'excuserez. Mais bon, comme tout le monde ne les entend pas, on a essayé quand même de faire en sorte que certains messages de la FHF puissent être passés à tout le monde. Alors, on peut passer la première diapo. Alors donc, je vais articuler cette intervention en trois éléments. Le plan Ma Santé 2022, sur lequel je dirai quelques mots simplement. Le projet de loi de financement de la Sécurité sociale pour 2019, qui, vous le savez, est en cours d'examen par le Parlement. Et puis également, un point dont on a d'ailleurs parlé tout à l'heure en atelier finance, qui est la responsabilité populationnelle. Alors, sur Ma Santé 2022, c'est la diapo suivante. Alors, on vous transmet assez régulièrement les messages de la FHF. Et puis, je dois dire que cette réforme, qui n'était pas prévue dans l'agenda présidentiel au moment de l'élection, est arrivée quand même cette année. Et qu'on l'a accueilli plutôt favorablement, puisque le président de la République a annoncé une réforme globale et systémique du système de santé, et puis pas un énième plan sur l'hôpital. Parce qu'on sait que les difficultés du système sont des difficultés systémiques, les difficultés des urgences dans nos établissements, relève des difficultés ou des carences de la médecine de ville. L'ensemble des secteurs sont en fait tout à fait liés. Et faire un énième plan sur l'hôpital en changeant la gouvernance de l'hôpital ou en mettant en place de nouveaux contrôles n'aurait rien changé. Deuxième élément de satisfaction, c'est le vœu du président de la République de poser comme principe, un principe qui est cher à la FHF, puisqu'elle l'a porté devant le débat public, celui de la pertinence et de la qualité des soins, surtout de la pertinence, puisqu'en fait, des études montrent que l'ordre de 30 à 40% des actes ou prises en charge générés par le système de soins français sont pas pertinents et donc coûtent. C'est un élément qui nous est extrêmement important. Bon, mais par contre, les mesures, on verra un petit peu plus loin, dans le cadre de la loi de financement de la sécurité sociale, restent extrêmement modestes. Et puis, le troisième élément, qui là aussi a été apporté par le président de la République, c'est le concept de responsabilité territoriale, ce que nous, à la FHF, on a appelé la responsabilité populationnelle. Et là, j'irai un petit peu plus loin tout à l'heure en vous expliquant en fait, qu'il s'agissait de passer d'un fonctionnement du système basé sur de la production d'actes ou de séjours hospitaliers à un système qui est basé sur la responsabilité des acteurs par rapport
finalement à l'amélioration de l'état de santé de la population sur leur territoire. J'ajouterais, c'est pas dans la diapo, mais ça concerne quand même un certain nombre d'entre vous, la mise en avant de l'hôpital de proximité, qui en fait, au départ s'appelait hôpital local. Ensuite, effectivement, il y a une catégorie hôpital de proximité. On a eu un certain nombre de textes sur ces hôpitaux sans que les choses bougent beaucoup. Effectivement, le président de la République a remis à l'ordre du jour l'hôpital de proximité comme étant effectivement un élément de soins primaires essentiels, puisque dans le cadre des GHT, et c'est important pour nous, il va faire le lien entre la médecine de ville et l'hôpital public. Alors le problème maintenant, c'est de passer à l'action, parce qu'une fois qu'on a fait un discours présidentiel, il faut le traduire dans des textes, dans le PLFSS d'abord, mais aussi dans une loi qui devrait être présentée au Parlement l'an prochain. Et à ce moment-là, effectivement, on commence à travailler avec les services ministériels sur les précisions et sur la qualification des différentes annonces présidentielles. Qu'est-ce que c'est qu'un hôpital de proximité? Comment il s'articule? Qu'est-ce que c'est que la gradation des soins? Puisque là aussi, on a parlé de la gradation des établissements hospitaliers. Et ça peut générer un certain nombre de craintes, puisque ça veut dire qu'un certain nombre d'établissements aujourd'hui qui sont dotés d'un plateau technique pourraient être des établissements qui deviendraient de proximité et qui seraient selon leurs acteurs un petit peu rétrogradés. Et donc, c'est des éléments qui sont en cours de négociation. Deuxième élément, c'est la diapo suivante. Le PLFSS, avec là, je crois que ça a été la douche froide, c'est-à-dire qu'après des annonces assez prometteuses, le PLFSS, c'est quoi? C'est tout simplement la traduction de la politique du gouvernement dans le budget de la santé, de l'assurance maladie en France. On a été extrêmement surpris. Alors, je vais simplement vous demander de passer quelques diapos parce que là, il y a une intervention plus loin, un petit peu plus loin. Voilà. C'est-à-dire qu'en fait, ce qu'on a constaté, ce qui avait été annoncé, c'est que sur le plan strictement financier, le taux d'évolution de l'objectif national des dépenses d'assurance maladie, certes, était augmenté selon l'annonce du président de la République, mais de 400 millions d'euros supplémentaires, principalement affectés à la médecine de ville et un peu aux établissements de santé, mais que Cécile Chavance l'a dit ce matin, tout ceci était à mettre en regard aux 960 millions d'euros que les établissements de santé devaient réaliser sur 2018 et des 1,2 milliard d'euros d'économies demandées d'ici 2022 sur la masse salariale. C'est-à-dire que l'effort financier soi-disant apporté au système ne profitera pas aux hôpitaux, sinon au niveau d'une enveloppe marginale d'environ 110 millions d'euros pour les hôpitaux publics. Alors, je reviens en arrière sur la diapo de la conférence de presse, la précédente, puisque très récemment, puisque le 6 novembre 2018, on a décidé avec les autres fédérations, et c'était une première, la FHF, la FHP, la Fédération des cliniques, la FEAP, la Fédération des ESPIC, des hôpitaux à but non lucratif, et puis Unicancer qui rassemble les centres de lutte contre le cancer, à faire une conférence de presse commune pour demander un certain nombre d'éléments. Le premier, c'est un vrai rebasage de l'ONDAM 2018, c'est-à-dire que le problème, c'est que chaque fois
qu'une année, on vous ratiboise un petit peu vos finances, on repart l'année suivante sur une enveloppe qui est déjà diminuée. L'exigence aussi de dégel en fin d'année des crédits qui sont gelés en début d'année, parce qu'il faut savoir qu'il y a des réserves qui sont gelées en début d'année, qui souvent, même si nous atteignons nos objectifs, ne sont pas dégelés. Un moratoire sur la baisse des tarifs hospitaliers, un plan pour l'investissement hospitalier et également la problématique des transports interhospitaliers. Alors, diapo suivante. Donc, ces 6 demandes d'urgence, je les précise. Ce qu'on demande premièrement, c'est la restitution intégrale des crédits gelés en 2018, c'est-à-dire 415 millions d'euros, et le montant de la sous-exécution de 105 millions d'euros, soit 520 millions d'euros, qui devraient revenir aux établissements publics, aux établissements de santé, publics et privés. Pourquoi ? Parce que les années précédentes, il faut savoir que ces réserves prudentielles n'avaient pas été restituées ou avaient été restituées de manière insuffisante pour financer le déficit de l'enveloppe de la médecine de ville. Donc on demande simplement que les économies qui ont été faites par l'hôpital et par les cliniques soient restituées à l'hôpital et aux cliniques. C'est simplement l'application d'un principe clair. Les hôpitaux et les cliniques sont dans le cadre d'un système de régulation prix-volume, c'est-à-dire que si effectivement ils dépassent leur enveloppe, le tarif de leur prestation va diminuer de manière à ce que les équilibres financiers soient respectés. Aujourd'hui, on constate que pour la médecine de ville, si les médecins de ville augmentent de 10% leur consultation, il n'y aura pas pour autant une diminution du montant de la consultation qui est remboursée aux médecins. Et ça, c'est une injustice criante du système qui fait que depuis plusieurs années, les établissements financent les dérapages de la médecine de ville. Et donc la mise en place d'une véritable régulation financière des dépenses de la médecine de ville. On considère également que la situation financière actuelle et l'évolution de l'activité, qui est relativement faible, permet une augmentation à minima de 1% des tarifs hospitaliers, alors que les dernières années, ces tarifs étaient en baisse. Et c'est une augmentation qui est à minima, puisqu'elle ne permettra pas, de toute façon, même à 1%, la couverture de l'ensemble des charges courantes des établissements. Quatrième élément, la remise à plat complète de la réforme des transports interhospitaliers. Vous savez que les transports interhospitaliers étaient jusqu'ici remboursés directement par l'assurance maladie aux sociétés d'ambulance et aux taxis. Cette année, à partir du mois d'octobre, ils ont été réintégrés dans les enveloppes hospitalières, à charge pour les hôpitaux de contrôler ces dépenses. Ce qu'on déplore, c'est que d'une part, les enveloppes de l'assurance maladie n'ont pas été restituées dans leur totalité, et puis par ailleurs, l'assurance maladie, finalement, s'est débarrassée sur l'hôpital d'un dossier qu'elle n'arrivait pas à gérer depuis des années. Et maintenant, on se trouve dans un cadre d'opposition entre les ambulanciers privés et les hôpitaux, parce que, effectivement, jusqu'ici, le transport ambulancier était sous-tarifé, et que maintenant, les ambulanciers cherchent, quand ils répondent aux appels d'offres des hôpitaux, à augmenter de manière importante leurs tarifs. Rien que dans cette région, on a constaté dans certains territoires, dans les appels d'offres qui ont été lancés, des augmentations de 400% du tarif du kilomètre de l'ambulance, qui est totalement intolérable pour les établissements. Cinquième élément, le lancement d'une mission sur la construction de l'Ondam, puisqu'en fait, on souhaite j'y reviendrai, qu'une mission parlementaire
puisse se pencher sur le problème de la régulation et la construction de l'ONDAM, et avec la participation des fédérations hospitalières aux travaux, notamment sur l'évaluation de la pertinence et la qualité des soins et leur impact sur le financement, puisqu'aujourd'hui ces éléments sont quasiment une propriété privée de l'assurance maladie qui donne des éléments, mais pas forcément tous, et notamment qui est assez opaque sur l'ensemble des données financières qu'elle détient. Alors, je continue sur le PLFSS. On peut passer encore, voilà. Pour vous préciser les différents axes d'amendements qui ont été soumis aux parlementaires par la Fédération hospitalière. Chaque année, c'est un balai qui est assez bien réglé. Vous savez que aussi bien l'Assemblée nationale que le Sénat statuent effectivement sur la loi de financement de la Sécurité sociale, et puis les différentes fédérations cherchent à introduire un certain nombre d'amendements au texte qui permettent de l'améliorer et surtout d'améliorer la situation des établissements que vous dirigez. Alors, premier axe, c'est la volonté de la FHF d'une politique de santé qui soit cohérente, qui soit transparente, qui fait sens aux acteurs et puis qui soit assumée. La première chose, c'est qu'on souhaite clairement que quand des mesures catégorielles sont prises en matière de ressources médicales, humaines, médicales et non médicales, il puisse y avoir un chiffrage préalable qui soit également soumis au Parlement. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas que d'un côté, on donne de l'argent et de l'autre, on en retire aux établissements hospitaliers. Deuxièmement, ce qu'on souhaite, c'est que, avant toute mesure législative qui touche les hôpitaux, on fasse une étude d'impact en matière de qualité de vie au travail. Je crois qu'il est effectivement, ce matin on avait un atelier RH. Bon, vous savez que les problématiques de qualité de vie au travail deviennent tout à fait prégnantes dans vos établissements. Je crois qu'il est important que tout changement des normes législatives puisse être évalué de manière à ce qu'il ne dégrade pas, au moins, sinon l'améliorer, la qualité de vie au travail des hospitaliers. Et puis enfin, quelque chose qu'on considère comme fondamental, c'est que aujourd'hui le Parlement vote un ONDAM, et on souhaite que dans le cadre d'un débat qui serait organisé entre les parlementaires, mais aussi avec l'ensemble des partenaires, on ait, dans le cadre du vote de l'ONDAM, et préalablement à ce vote, une réflexion transparente sur l'équilibre entre l'impératif d'efficience économique, la qualité des soins et la qualité de vie au travail. Dire c'est la fin des injonctions contradictoires. Il est clair qu'on ne peut pas à la fois nous demander de bien soigner les patients et ne pas nous donner les moyens de le faire. Donc le Parlement doit être parfaitement informé et pouvoir discuter dans le cadre d'un débat citoyen sur l'impact des mesures qu'il prend. Il n'y a pas je pense qu'il n'y a pas d'élu national dans la salle, mais je crois que tous les élus nationaux, effectivement, sont confrontés à peut-être à un certain paradoxe, c'est qu'à Paris, ils votent des taux d'ONDAM qui ne permettent pas aux hôpitaux de leur circonscription de fonctionner, et qu'en circonscription, ils viennent voir le directeur de l'hôpital du coin, lui demandant pourquoi il supprime des postes de personnel. Je crois que c'est un débat national qu'il est nécessaire d'organiser chaque année. Deuxième axe, la sanctuarisation dans l'ONDAM de la pertinence, de la recherche, de l'innovation et de l'investissement. D'abord, il faut absolument sauvegarder l'avenir. Et l'avenir des établissements, c'est quoi ? C'est d'abord la recherche et l'innovation dans les CHU, mais aussi dans les centres hospitaliers. Et que aujourd'hui, finalement, la recherche et l'innovation sont les parents pauvres de notre système. Deuxièmement,
on constate, et là aussi on en a parlé ce matin en atelier finance, il faut sanctuariser l'investissement. Aujourd'hui, la baisse des tarifs associée à un certain nombre d'éléments font que les établissements sont en situation de sous-investissement. Être en situation de sous-investissement, c'est ne pas permettre aux établissements de se restructurer et de préparer l'avenir. Et donc, on demande la création de fonds régionaux d'investissement qui seraient financés par le reversement des économies que nous générons. Et puis ensuite, un dernier élément qui peut paraître plus anecdotique, mais qui est important, c'est la prise en charge par l'assurance maladie et les complémentaires des nuitées d'hôtel hospitalier, puisqu'on sait que l'hôtel hospitalier est une alternative efficace à l'hospitalisation, mais qui actuellement n'est pas financée par la collectivité, sinon par des expédients. Troisième axe, la nouvelle approche du rôle des acteurs dans une logique de parcours de coopération et d'ouverture, et la convergence des droits et des devoirs. Alors c'est quoi? C'est d'abord, je vous l'ai déjà dit, la mise en place de mécanismes de régulation de l'enveloppe de la médecine de ville. Médecine libérale, mais médecine qui est financée quasiment intégralement par la collectivité publique. Deuxième élément, le financement équitable des actes et des consultations externes entre la ville et l'hôpital. Tous les directeurs financiers qui sont là dans la salle savent que la consultation hospitalière et l'acte hospitalier est souvent déficitaire. Et que par ailleurs, un certain nombre de suppléments qui sont accordés à la médecine de ville ne sont pas accordés à l'hôpital. On demande simplement l'équivalence de traitement. Et puis, troisième élément, un effort partagé de participation à la permanence des soins, puisque la permanence des soins, c'est quand même un service public qui doit être assumé par l'ensemble des acteurs de santé qui sont financés par la collectivité. Je rappelle que il n'y a pas si longtemps, il y avait une obligation pour les médecins de ville de participer à la permanence des soins ambulatoires, et puis que ça a été supprimé dans le cadre de dispositions législatives il y a 1 ou 2 ans. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un médecin libéral, s'il n'est pas réquisitionné, il n'est pas obligé de participer à la permanence des soins, ce qui fait que les patients aboutissent, le cas échéant, aux urgences. Dernier élément, enfin, pour le médico-social, mais je n'irai pas très loin, puisque on a un atelier médico-social cet après-midi. D'abord, la vigilance que la FHF exerce sur les modalités d'application et leur suppression évidemment du forfait global dépendance. On a mené à la FHF, avec le concours des différentes régions, une action importante, ce qui a permis de geler la réforme. Il faut qu'on trouve des moyens de sortir gagnant de cette réforme. Deuxième élément, la compensation de charges de service public liées aux EHPAD qui ont des liés à l'aide sociale. Et ça, c'est simplement une mission de service public liée aux plus vulnérables et au plus grand nombre. Et c'est une spécificité du service public. On souhaite que cette mission, qui est une mission d'intérêt général, soit compensée pour l'ensemble des établissements qui l'exercent. Diapo suivante. Et puis, dernier élément, j'en ai déjà parlé, la demande d'une mission parlementaire sur le mécanisme de l'ONDAM, notamment sur la régulation prix-volume. Je rappelle simplement pour ceux qui sont des spécialistes que je l'ai déjà dit, la régulation prix-volume, c'est ça, c'est-à-dire l'enveloppe ONDAM, elle est fixée par le Parlement à un niveau donné, et que finalement, ce qui se passe, que si en fait on s'aperçoit que le volume des séjours hospitaliers, par exemple, augmente, on va baisser le tarif unitaire. Donc en fait, on produit des séjours hospitaliers qui nous sont financés à un coût qui est inférieur au coût de production. Donc c'est un mécanisme qui aboutit de manière complètement inéluctable à l'appauvrissement de nos établissements et au déficit qu'on connaît aujourd'hui. Mission également sur le niveau de l'ONDAM, parce que je pense qu'il faut oser le dire. On est un pays
qui peut-être est en crise mais qui reste riche, et on est capable de mettre aussi un peu plus d'argent dans la santé en faisant des choix politiques différents. Et puis, tout ceci revient aussi à revenir sur les problèmes de la réforme du financement des établissements, et qui n'est pas du tout redondante avec ce qui est les travaux qui sont en cours. Alors, quelques pistes, je vous en ai déjà parlé, c'est-à-dire, premièrement, rapprocher les coûts de prise en charge des pathologies, parce que ce mécanisme prix-volume fait que finalement, le tarif qui est fixé s'éloigne de plus en plus du coût réel de la pathologie prise en charge. Donc, en fait, on produit à perte. Fixer un objectif d'activité réaliste, puisqu'en fait, il y a un mécanisme un petit peu pervers qui consiste à fixer des niveaux d'activité importants, ce qui permet ensuite de générer des économies pour l'assurance maladie. Instaurer donc des mécanismes de régulation pour la ville, et puis instaurer également de véritables actions en matière de pertinence des actes et des prises en charge afin de dégager des marges de manœuvre tout en améliorant la qualité des soins. Diapo suivante. Alors, diapo suivante. J'en viens à la responsabilité populationnelle. Je crois que, je l'ai dit ce matin dans un atelier, la FHF, en fait, elle travaille sur deux piliers. Le premier pilier, c'est de défendre la situation financière des établissements au jour le jour. C'est-à-dire c'est aujourd'hui, on est dans un plan hôpital santé 2022, mais c'est quand même aujourd'hui que les établissements ont des problèmes. Donc c'est aujourd'hui qu'on doit augmenter les tarifs de 1%, c'est pas dans 3 ans. C'est-à-dire qu'on peut effectivement changer le système, on est favorable au changement du système, mais il faut qu'il y ait des signaux qui soient clairs, qui soient donnés dès maintenant. Et par contre, la FHF, c'est le deuxième pilier, promeut un changement de paradigme du fonctionnement du système de santé. Alors, il est d'abord très clair, et il se traduit notamment dans les GHT, mais pas seulement. C'est une approche par les territoires, c'est-à-dire que la référence, effectivement, c'est la population d'un territoire, et les établissements et les acteurs de santé sont finalement des acteurs au service des patients de ce territoire. Et on pense que cette approche permet de répondre aux défis de notre système de santé, à la fois dans le cadre d'une transition épidémiologique, avec une augmentation notamment du vieillissement, des maladies chroniques, la transition démographique et puis la transition technologique dans un contexte budgétaire contraint. Diapo suivante. Alors, quelques travaux de la FHF déjà diffusés. D'abord, un rapport du docteur Jean-Pierre Jardry sur le lien ville-hôpital, parce qu'on n'a pas d'approche territoriale si on n'a pas une approche transversale entre la ville et l'hôpital. Le deuxième élément, le concept de responsabilité populationnelle, qui est développé par la FHF sur sa plateforme politique. Quatrième élément, la recherche de la juste gradation des soins sur chaque territoire. Et je crois que là, on doit également prendre nos responsabilités, c'est-à-dire que la place de chacun de nos établissements dans le cadre des territoires doit être clairement assumée. On ne pourra pas continuer à avoir des plateaux techniques de petite taille partout. Il faudra à la fois savoir reconvertir des établissements et puis construire des parcours patients qui permettent de sécuriser les prises en charge. C'est ce qui a été fait dans la plupart des pays européens et puis qui devra se faire en France également. Les contraintes de la démographie médicale, les contraintes financières, les évolutions technologiques, les évolutions de la médecine font que
on ne peut plus assurer un fonctionnement de plateaux techniques de qualité s'ils sont de petite taille. Et on voit bien, d'ailleurs, que effectivement, il y a, sans des études scientifiques, un lien souvent entre le nombre d'actes qui sont pratiqués par un médecin et puis la qualité de ces actes. Et quatrième élément, la lutte contre les inégalités d'accès aux soins sur les territoires, c'est-à-dire l'attractivité médicale. Point qui sera abordé cet après-midi, notamment, entre autres, dans le cadre d'une table ronde, qui est également abordée, notamment à table ronde sur les finances, c'est l'attractivité médicale, c'est-à-dire que le nœud du problème, c'est qu'on arrive à pouvoir implanter des médecins dans l'ensemble des territoires, que ce soit en libéral d'ailleurs ou en hospitalier. Et je parle devant des personnes qui en sont convaincues, puisque dans notre région, en particulier, certains territoires sont en grande difficulté. Et quand je dis certains territoires, c'est également certains établissements supports de GHT. Alors, diapo suivante. Alors, qu'est-ce que c'est que la responsabilité populationnelle? C'est un changement de logique du système, c'est-à-dire qu'on passe finalement d'un système où la gestion est centrée sur les ressources et la maladie, c'est-à-dire qu'en fait, on tarife des actes et des épisodes de soins liés à une pathologie, alors que, en fait, on doit aller à une gestion qui est plutôt centrée sur les résultats adaptés aux besoins des personnes par rapport aux populations. C'est-à-dire qu'en fait, il s'agit tout simplement de mesurer l'amélioration de l'état de santé d'un certain nombre de personnes à travers le travail des acteurs de santé sur les territoires, pour effectivement rémunérer l'amélioration de cet état de santé, ne pas simplement rémunérer des actes qui sont isolés. Diapo suivante. Alors c'est un changement tout à fait important, puisqu'en fait c'est basé sur des organisations qui doivent être intégrées, c'est-à-dire des parcours intégraux qui rassemblent l'ensemble des acteurs de santé, libéraux, publics, établissements, professionnels de santé, et où en fait on travaille ensemble sur des organisations qui sont intégrées. Et puis une approche globale de réponse aux besoins qui est fondée sur une logique d'amélioration continue, c'est ce qu'on appelle en fait des organisations apprenantes. Alors les défis, diapo suivante, sont les suivants. C'est qu'aujourd'hui, comme vous le savez, on a un système fragmenté. Bon, il y a différents financeurs, il y a des modes de financement différents entre la ville et l'hôpital, il y a des modes de financement et une fragmentation entre le sanitaire, le social et le médico-social, et puis également entre la logique de santé publique et puis les services de santé. Diapo suivante. Donc voilà le schéma global de l'implication de tous les acteurs. C'est-à-dire qu'on se place au niveau d'une population donnée, par exemple d'un GHT. Le premier cercle, c'est les ressources en professionnels et établissements de santé. Et puis le deuxième cercle, c'est les ressources de la communauté, c'est-à-dire en fait ce qui produit également des services qui peuvent améliorer de l'état de santé. C'est-à-dire que, par exemple, des installations sportives, c'est des services qui peuvent produire aussi de l'amélioration de l'état de santé. Diapo suivante. Alors, comment on va s'y prendre, parce que ça paraît être des concepts totalement fumeux, mais on rentre maintenant dans le vif du sujet. C'est-à-dire qu'on a constitué en fait
un groupe de 5 territoires pilotes, dont l'un, la Haute-Saône, est dans notre région, et les 4 autres sont la Cornouaille, les Deux-Sèvres, l'Aube, le Cézanne et le Douaisis. On cherche à mettre en place une approche et une méthodologie qui est partagée entre 5 territoires, et puis on met en place un modèle d'intégration clinique qui repose sur l'élaboration de programmes cliniques par l'ensemble des acteurs de santé d'un territoire. Alors, très clairement, on ne peut pas, dans un premier temps, travailler sur l'amélioration de l'état de santé sur l'ensemble des pathologies, et 2 pathologies sont en cours de choix parmi des pathologies qui sont chroniques, et donc qui rassemblent quand même des cohortes de patients relativement importantes. Bon, le diabète, parce que c'est quelque chose de facile à mesurer, l'insuffisance cardiaque, et puis la BPCO, qui est l'insuffisance pulmonaire. Je ne me souviens plus exactement le terme, BPCO. Voilà, bronchopathie chronique obstructive, c'est ça, c'est ça. Donc en fait quelque chose qui est aussi assez fréquent, notamment chez des populations qui sont atteintes de cet élément chronique. Et donc en fait, on a formé au niveau de la FHF une équipe projet pour mettre en place un certain nombre de ressources qui permettent de bâtir d'abord un système d'information sur ce territoire qui permette de connaître l'état de santé de la population. Et quand je dis l'état de santé de la population, c'est l'état de santé de l'ensemble des individus qui sont concernés par les pathologies en question. Et puis, qui permet aussi de mesurer à la fois la performance et les coûts de l'ensemble des épisodes du parcours de soins de ces patients. Et également, on travaille sur ces éléments-là, sur des éléments de guide de bonne pratique en lien avec les sociétés savantes. Et tout ceci dans le cadre des données disponibles, parce qu'on a beaucoup de données de santé disponibles, notamment à travers le PMSI, mais également à travers les bases de données de l'assurance maladie, le système national de données de santé, peut nous permettre effectivement de déterminer à travers l'ensemble des parcours, quels sont les parcours qui ont été gérés de la manière la plus performante. Et donc, on va effectivement essayer de déterminer par benchmarking, c'est-à-dire comparaison, quels sont les parcours les plus performants, et puis d'aligner l'ensemble des parcours des patients sur à peu près 20% des parcours les plus performants. Alors, je parlais ce matin en atelier finance d'une expérience suédoise qui a permis, dans ce cadre-là, d'améliorer de manière significative l'état de santé de la population d'un certain nombre de territoires, sous réserve effectivement de mettre en place des mécanismes qui permettent aux acteurs d'être incités à appliquer les référentiels adaptés. Alors, c'est un travail de longue haleine qu'on a fait le choix de piloter, qui a été retenu dans le cadre de l'article 51, c'est-à-dire des expérimentations sur la tarification dans le cadre du PLFSS 2018. On en est au stade de la formation des équipes cliniques, à la fois de la ville et de l'hôpital, qui sont dédiées à chaque population dans chaque territoire. Aujourd'hui, on recueille, on analyse les programmes cliniques qui sont en cours. Le groupe des DIM est actuellement en train d'élaborer des méthodes d'analyse populationnelle des données de santé, notamment à partir du PMSI. Puis on essaie aussi d'obtenir les données de l'assurance maladie, ce qui n'est pas évident. Et on forme également des équipes qui pilotent les réunions cliniques dans chaque territoire en partenaire avec nos amis du Québec,
Et il faut savoir que c'est quelque chose qui devient déjà opérationnel, puisque dans 2 territoires déjà, sur 5, une structure juridique commune a été mise en place entre les praticiens de ville et puis l'hôpital pour travailler sur ces éléments. Et enfin, la FHF a créé un comité scientifique international qui en fait va être chargé de tirer des enseignements scientifiques de cette expérimentation, de manière à pouvoir l'exporter sur l'ensemble des territoires. Alors c'est pas de la science-fiction, c'est pas pour demain non plus, mais on pense que c'est l'avenir du système de santé. C'est-à-dire que chacun d'entre vous, à votre niveau, vous soyez capable de mesurer si les prises en charge que vous faites collectivement sont des prises en charge qui sont performantes, à la fois sur le plan de la qualité et sur le plan du coût, et de pouvoir se mesurer à d'autres. Et que la rémunération en fait, de l'ensemble des acteurs s'établisse sur la base effectivement de cette performance. Et c'est un champ qui est largement abordé, déjà au Québec, également en Suède et aux Pays-Bas, qui est permis maintenant par l'État finalement des données dont on dispose, et puis de ce qu'on appelle le big data, c'est-à-dire qu'on dispose de plus en plus de données de santé, et maintenant on en parlera demain après-midi, à l'ère du patient connecté, on saura quasiment dorénavant, à terme, en temps réel, quel est l'état de santé du patient. Par exemple, je vous dis que la dernière Watch de Apple, qui va sortir en série, elle aura un électrocardiogramme intégré. C'est-à-dire qu'en fait, elle va être agréée et le patient qui la portera, les données pourront être effectivement instantanément transmises ou en continu à son médecin traitant. Donc on a tout un ensemble de données qu'on est capable d'exploiter, qui sont des données à la fois organisationnelles, qui sont des données médicales, qui sont des données financières, qui sont des données de qualité et qui permettent de gérer ce système de responsabilité populationnelle. Voilà donc ce que je voulais vous dire, mais demain matin, lors de son intervention, Zéna Briet vous apportera beaucoup plus de précisions sur la politique de la FHF. Merci. Ah oui, Zéna me rappelle, j'ai une petite annonce à faire. Il y a un changement de salle, puisqu'en fait, l'atelier communication va rester dans cette salle ici, dans l'amphithéâtre, et donc c'est l'atelier grand âge et handicap, je crois, qui va aller dans la salle Chablis, qui est en bas. Donc il y a une interversion entre les 2 ateliers. Donc ce sont les personnes qui participent à l'atelier communication qui restent dans cette salle. Et puis comme ce matin, je vous demanderai, comme vous serez moins nombreux, de descendre un petit peu pour vous regrouper plutôt dans le bas de l'amphi.